On n'est pas bien? Si. Paisible? Les fleurs du bad. À la fraîche? Décontracté du gland? Radio Campus. Bordeaux. À un moment donné, je peux peut-être me mettre à parler de littérature, parce que c'est quand même le but. On va pas commencer à parler tous dans le désordre, s'il vous plaît. On cesse de siffler dans son micro, comme j'entends depuis tout à l'heure, des bêtises, c'est n'importe quoi. Non mais je vais couper tout le monde, je vais finir l'émission tout seul. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission des Fleurs du Bad. Alors cette fois nous ne sommes pas en direct, mais c'est un entretien que vous allez écouter pendant 1 heure. Un entretien qui a été réalisé le lundi 1er mai, le jour de la fête du travail. Eh bien les Fleurs du Bad travaillaient puisqu'elles sont allées enregistrer Gérard Bérébi, fondateur et directeur des éditions Alia, chez lui, dans son appartement parisien, dans le 18e arrondissement. Voilà, je vous laisse profiter de cet entretien et nous nous retrouvons juste après. Gérard Bérébi, les éditions Alia. Bien, alors une première question, tout d'abord. Comment sont nées les éditions Alia ? Tout simplement par, comme ça arrive à tout un chacun à un moment donné de sa vie, par le désir de faire quelque chose, l'envie de faire autre chose, et la prétention de prendre des chemins de traverse, de faire des choses différentes, autres, inventés, qui n'ont jamais existé, bref, avec beaucoup de prétention et un poil de mégalomanie, c'est-à-dire on est jeune, on veut se lancer dans quelque chose et on pense qu'on va inventer quelque chose qui n'a jamais existé, qu'on va donner un ton, un style et qui va balayer tout ce qui a existé jusque-là. Et je pense que c'est en partant avec... c'est comme des jeunes gens qui s'assemblent pour faire un groupe de rock et qui pensent qu'ils vont trouver un son qui va dépasser tout ce qui a été fait, et au premier riff, tout le monde va tomber par terre. Et quels ont été les premiers livres publiés ? Le premier livre publié est un écrivain belge qui s'appelle Louis Skutner. Ce sont mes inscriptions, c'est un recueil d'aphorismes. Mais pour la véritable archéologie de l'histoire de la maison, c'est qu'avant de publier mon premier livre sous le label des éditions Alia, j'ai réalisé une édition pirate qui avait fait un peu de bruit à l'époque et qui en fait encore aujourd'hui, qui est devenue une pièce de collection passablement recherchée et d'une certaine valeur financière. J'avais découvert le traité du style de Louis Aragon. Nous sommes dans le courant des années 70. Et on ne trouvait pas ce livre. Et très rapidement, je me suis renseigné. On m'a dit que l'auteur s'opposait à sa réédition parce que le contenu de livre à connotation, je dirais, anarchisante, ne lui convenait plus. Et j'ai été scandalisé par cette attitude. J'avais des aspirations extrêmement pures. Ces choses-là étaient pour moi sacrées. Je ne pensais pas qu'on pouvait mentir en écrivant une phrase dans un livre. Bref, une naïveté de jeunesse assez affirmée. Et j'ai été tellement scandalisé quand j'ai appris qu'Aragon ne voulait pas republier son livre. J'ai dit, mais le livre ne lui appartient plus, il appartient à qui s'en empare et à qui veut en faire quelque chose. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, avant d'entrer dans l'édition, je partais en guerre quant à la notion de propriété intellectuelle. Une autre forme de naïveté, et j'ai bien appris le droit depuis maintenant plus de 35 ans. Et donc je décide de trouver une édition originale dans une librairie de livres anciens, je la découvre, je vais voir un imprimeur, j'imprime le livre, je fais faire une couverture à l'identique des couvertures Gallimard. Et la 4e de couverture portait la signature du faux en quelque sorte, c'est-à-dire que il n'y avait que la 4e de couverture qui n'était pas à l'identique du livre Gallimard d'époque, et j'avais noté
une inscription précisément de Louis Scutener, qui allait devenir le premier auteur de la maison, mais à l'époque je n'avais pas encore l'idée claire et précise de faire une maison d'édition. Je m'agitais dans plein de directions, mais c'était pas programmé, si vous voulez. Et j'avais porté l'inscription de Scutener, ici J. Aragon, lui, nous ne sommes pas sûrs que ce soit lui. Et quand on sait, quand on connaît un peu l'histoire littéraire, qu'Aragon était un fils putatif de préfet, je trouvais que ça prenait une certaine résonance comme inscription de Scutener. Le livre, je l'ai diffusé moi-même en librairie. J'ai créé une maison d'édition bidon, c'est-à-dire un tampon, qui s'appelait les Éditions du Souvenir. L'adresse des Éditions du Souvenir était l'adresse du domicile privé d'Aragon, je crois, dans le 7e arrondissement, si j'ai toujours bonne mémoire. Il y a des libraires qui ont été poursuivis pour recel de contrefaçon. Il y en a un qui a été condamné à une amende, l'autre qui ne l'a pas été. Il y a eu une plainte déposée par Gallimard. Il y a eu une analyse faite en laboratoire pour démontrer que le papier utilisé dans l'édition pirate était un papier postérieur à la Deuxième Guerre mondiale, alors que la première... Bref, je m'étais beaucoup amusé. Et en même temps, j'étais très sérieux. C'est-à-dire, c'était pas un amusement que j'avais fait, c'est-à-dire que c'était avec rage, quoi. J'étais scandalisé par des attitudes et c'était un peu la première chose que je faisais publiquement. Donc on peut dire une entrée subversive dans le monde des lettres. Ouais, si on veut, on peut le dire. Les éditions Alia, ce sont aussi des... Ou si vous voulez, je complète, j'ai publié, ça va donner quand même une certaine orientation, parce que j'ai fait une grande parenthèse, c'est-à-dire le premier livre que j'ai publié, ça a été les inscriptions de Louis Scutener. Les 2 livres suivants étaient 2 petits livres consacrés à des tendances anarchistes et libertaires pendant la Révolution russe. Le 3e était un texte de Richard Hülsenbeck en avant Dada, et le suivant était une somme tout à fait inédite pour l'époque, d'un gros recueil de documents totalement inconnus et extrêmement rares. Il n'y avait pas une bibliothèque en France qui possédait tout cela. Depuis, ça a bien changé. C'était tout ce qui montrait la fondation de l'Internationale situationniste. Mais nous étions en 1985, c'est-à-dire il y a 30 ans. Ouais. Voilà, pour les débuts de la maison. Parfait. Et alors justement, on reparlera du catalogue tout à l'heure, mais quand on observe le catalogue, une première question vient tout de suite à l'esprit. Pourquoi éditer à la fois des textes antiques et des textes contemporains, voire des textes révolutionnaires? Parce que c'est un tout. Parce que n'ayant pas de formation, ça a facilité au développement d'une tendance qui était naturelle chez moi, c'est l'antispécialisation. C'est-à-dire les refus des catégories, des corporatismes, des tendances universitaires, des orientations politiques. Je pense que le monde de la pensée et la vie du monde, tout court, si on peut dire court pour le monde, est une entité qui n'est pas séparable, découpable, fragmentable à merci. C'est-à-dire que nous vivons des choses, d'autres gens ont vécu des choses, il y a une transmission et il y a des héritages successifs, il y a des choses qui s'effacent, il y a des choses qui perdurent, et je crois qu'on ne peut pas arriver en disant qu'on peut effacer ceci, que ceci n'était pas tout à fait, ne correspond pas à la manière dont nous pensons aujourd'hui. Je pense que c'est une chose violente, âpre à assumer. C'est comme dans la musique, nous avons publié pas mal de livres sur la musique. On peut dire par exemple que quand Bob Dylan est arrivé, il a volé ou plagié une certaine tendance de la musique country, de la guitare sèche, du protest song. C'est vrai, mais c'est en partie vrai. Et donc c'est un mensonge. C'est-à-dire, quand je dis que c'est un mensonge, c'est-à-dire que ce qui n'est pas complètement vrai, c'est-à-dire si c'est en partie faux, c'est que ça tient pas la route. Il a récupéré des musiques du passé, mais il y a mis quelque chose pour la transformer,
et c'est devenu autre chose. Et on ne peut pas fonctionner par, que ce soit dans la musique ou en philosophie ou n'importe quel domaine, dans une espèce de purification, si je puis dire, de garder l'essentiel de quelque chose, mais ce quelque chose se diffuse. Et ce qui est intéressant, c'est comment cette diffusion, un certain nombre d'individus se les approprient de différentes manières et les transforment. Et c'est une succession d'appropriations, de vols, de détournements qui amènent à ce à quoi nous sommes aujourd'hui. Et donc, pour moi, il n'y a pas de différence entre un texte comme celui que nous allons publier de Salus sur la guerre de Jugurtha dans une nouvelle traduction, que le livre sur Léonard Cohen que je viens de publier, ou les essais d'un philosophe dont on a publié toute l'œuvre qui est Jean-François Billetter, c'est-à-dire que ça n'est pas séparable, c'est un ensemble. Et la particularité d'Alia par rapport à beaucoup de maisons dans l'époque, c'est que nous avons réussi sur la durée à créer une entité de pensée, un laboratoire d'expérimentation qui touche à tous les problèmes, pour parler le langage contemporain, c'est-à-dire à toutes les disciplines, et qui assume, une fois que l'on voit l'ensemble, une certaine cohérence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose qui n'est pas à l'aise à côté d'une autre chose. Je ne me sens pas étranger à ce livre-là, mais je suis publié dans cette maison. C'est-à-dire qu'en général, même si on ne lit pas ce genre de livre, on voit que si on s'y mettait, il y a quelque chose qui est un peu familier, un spirit commun à l'ensemble des publications. Et peut-être que c'est là l'originalité foncière de la maison. Alors peut-être une autre originalité, ce sont des ouvrages dont on parle souvent d'ailleurs de l'identité visuelle des ouvrages des éditions Alia. Comment a été construite cette identité visuelle? S'est-elle faite en un jour? En général, dans une maison d'édition, quand il y a des problèmes, qu'il y a des choses qui ne marchent pas, on décide de faire appel à un nouveau graphiste ou à un nouveau directeur artistique, de virer le précédent et d'effacer ce qui a été fait pour faire un nouveau visuel. Moi, j'ai rencontré au tout début de la maison d'édition un graphiste qui est décédé, hélas, aujourd'hui, qui s'appelle Patrick Lebedeff, qui a fait la première couverture des éditions Alia, mais qui a fait toutes les couvertures des éditions Alia pendant près de 30 ans. Et quand il s'est arrêté, c'est qu'il était malade et qu'il est mort. Donc, il y a des approches différentes. L'apport principal, c'est-à-dire que le travail graphique se divise en deux parties. Il y a l'aspect visuel, comme vous venez de le dire, c'est-à-dire les couvertures, et il y a l'intérieur. La création graphique des couvertures est entièrement le fait de la création de Patrick Lebedeff. Moi, j'en ai assumé la création de la typographie intérieure étant un gros lecteur. Donc, je vais parler de Patrick Lebedeff. Il ne s'agissait pas du tout pour moi, en créant ma maison d'édition depuis le début, à avoir quelque chose qui se distingue pour se distinguer. Il ne s'agissait pas de tape à l'œil et encore moins de céder au goût du jour. C'était dans l'esprit de ce que l'on voulait faire, trouver une traduction graphique, typographique de cet esprit-là. Et donc tout cela passait par l'absence d'artifice, de l'ornementation, et aller vers le dépouillement extrême, tout en ne sombrant pas dans quelque chose de pauvre, dans quelque chose de, comment dire, de replié sur soi, connaissable que par les happy few, mais beaucoup plus quelque chose qui soit une langue que l'on puisse comprendre à travers les yeux. Et Patrick Lebedeff, qui connaît toute la typographie, c'est-à-dire qui a l'œil typographique, a réussi avec des progressions, c'est-à-dire qu'il y a eu une mise en place, et ça
ça a été ajusté sur la durée, a créé cette chose que je considère comme unique et extrêmement rare, c'est que quand on voit un livre d'Alia, on le reconnaît. De ce point de vue-là, le pari est gagné. La deuxième grande qualité de Patrick Lebedev, c'est qu'il a créé un système typographique, et ça aussi c'est extrêmement rare, qui ne soit pas un système fermé, c'est-à-dire un système que l'on ne peut pas bouger. En ce sens, sa création a ceci de génial, c'est qu'elle est transmissible. N'étant plus là, il y a des gens qui travaillent sur les couvertures à partir de ce qu'il a créé et qui mettent d'autres choses. Vous avez des systèmes graphiques qu'on ne peut pas bouger, qui sont verrouillés. Et là, je trouve que je ne sais pas vous dire si c'était conscient de sa part ou pas, mais c'est une création d'une grande générosité dans la mesure où après lui, il y a des gens qui peuvent s'emparer de ça et faire quelque chose de contemporain, parce que toutes les couvertures qui sont faites aujourd'hui sont faites par Danielle Laurent qui travaille avec moi, et qui est une jeune femme qui s'est emparée, qui n'a pas du tout de formation typographique, mais qui s'est emparée de cela, qui y met sa touche, sa coloration, sa sensibilité, mais la structure même des couvertures est restée la même. Et en ce sens, quelque chose de nos jours, dans ce genre de création, qui dure 35 ans et qui se perpétue, ça ne court pas les rues. Et justement, on pourrait dire, quand on prend une couverture, par exemple la collection blanche de chez Gallimard, il y a une forme de répétition chez Gallimard, alors qu'on aurait du coup une déclinaison chez Alia. Excusez-moi, je n'ai pas compris votre question. Ouais, c'est juste qu'on a ce modèle de Patrick Lebedev qui est verrouillé, qui va permettre de créer un nombre incroyable de couvertures qui sont à chaque fois différentes. Mais on n'est pas dans la répétition de la même couverture. Et aussi, il y a aussi une autre chose qui montre, c'est qu'il a été extrêmement plagié à différents degrés. Et par des tout petits éditeurs et par des très grands éditeurs. Alors parlons de l'intérieur du livre. Si l'intérieur du livre, fondamentalement, j'ai été préoccupé par un confort de lecture. Et de cette manière, la grande originalité des couvertures d'Alia s'épouse avec l'extrême classicisme de l'intérieur de la page. C'est-à-dire que mon raisonnement, et il s'est appliqué progressivement sur la durée, était le rapport de l'œil à la lettre. Et au bout de 2 ou 3 essais, très rapidement, on a trouvé, c'est-à-dire que nous utilisons toujours la même police, on ne change pas, et le changement pour le changement, parce qu'on va changer, n'a aucun intérêt à mes yeux. C'est-à-dire que le changement doit avoir un fondement, une nécessité. Et quand on lit une page, il y a des règles que je ne vais pas vous ennuyer à les énoncer, mais il y a des règles typographiques de base qu'il faut connaître. Et c'est comme dans tout, on ne peut changer quelque chose que quand on connaît ce qu'on veut changer. C'est-à-dire que ce soit en musique ou en littérature, on n'arrive pas vierge de tout avec une idée nouvelle. L'idée nouvelle n'est que la conséquence consciente ou inconsciente d'influences multiples et d'héritages multiples. Et mon rapport à la page était de m'offrir le luxe, d'abord d'offrir des blancs dans la page, c'est-à-dire de l'espace qui n'est pas rempli par des caractères, c'est-à-dire un corps, une taille de police pour la lecture, des blancs entre les lignes, bref, toute une cuisine intérieure dont le souci principal est avant tout le beau et le confort de l'œil, parce que l'œil fatigue. De la même manière, nous n'utilisons pas un papier blanc parce que le contraste est trop violent et à la longueur ça fatigue l'œil. Et on utilise un papier légèrement teinté, c'est-à-dire légèrement ivoiré pour cela. Donc la construction d'une page ou d'une double page, qu'elle soit uniquement remplie
de caractères, c'est-à-dire de lettres à lire, ou qu'elles soient avec des illustrations, parce qu'on illustre les livres, on met des notes, obéit à un souci à un souci de cohérence, d'articulation souple entre les différents éléments, où les choses viennent assez naturellement à la main et à l'œil de la personne qui lit le livre. C'est-à-dire qu'elle trouve les choses dont elle a besoin, qu'elle n'a pas besoin de les chercher, et que ceci ne coûte pas plus cher qu'autre chose. Simplement, s'il y a des mauvais livres, c'est qu'il y a des gens qui les font et qui n'ont pas de goût, tout simplement. Et la libye de l'argent est une hypocrisie. C'est-à-dire qu'il faut savoir, il faut aimer, il faut sentir ce qui nous semble beau, ce qui nous semble fonctionnel, et il faut articuler tout cela, et il y a une forme de générosité, c'est-à-dire qu'on ne rechigne pas devant le travail et la quantité de travail à réaliser pour que la chose soit, à nos yeux, impeccable. Et alors justement, puisqu'on parle de l'objet livre, quand on observe les éditions Alia, on s'aperçoit qu'il y a une grande cohérence, mais en même temps aussi beaucoup de collections différentes. Vous êtes capable d'éditer par exemple des tout petits formats, la collection ça c'est mon ami libraire qui appelle ça la collection A310, lui il se réfère au prix, mais voilà, on a de nombreuses collections avec des prix aussi qui varient, et la collection de musique qui a voilà. D'autres particularités, l'écriture dans les marges. Pour ma part, je n'ai créé aucune collection. Et vous avez dit la collection à 3 €, d'autres parlent de la collection musique, d'autres parlent de la collection à 6 €, mais c'est en désespoir de cause que les gens l'appellent comme ça. Et même nous l'appelons maintenant comme les gens ont nommé ces collections, parce que je me suis toujours refusé à donner un nom à ces collections, parce que de manière, j'allais dire, quasi névrotique, j'ai peur de l'enfermement et de la contrainte. Donc on fait des choses et on les met d'après certains critères dans tel format ou dans tel format. Il y a des distinctions typographiques de l'une à l'autre, mais même dans cela, il y a une cohérence d'ensemble parce que c'est la création d'un même individu. Et de la même manière, nous n'avons pas de directeur de collection. C'est-à-dire que je refuse d'avoir un directeur de collection qui a la responsabilité entière d'une collection parce que nous voulons avoir droit de regard sur tout ce que nous faisons. Et le droit de regard, c'est l'esprit de la maison tel qu'il a été créé jusqu'à ce jour et perpétué jusqu'à ce jour. Et on mélange allègrement les genres dans une même collection et ça ne nous pose aucun problème. Et alors justement, puisque vous publiez une trentaine d'ouvrages par an, beaucoup d'inédits, est-ce que, j'ai quasiment déjà la réponse, mais je vous repose la question, est-ce que le format peut constituer une contrainte littéraire, ou bien c'est le format qui va évoluer en fonction du texte qu'on va vous proposer? Généralement, quand un texte arrive, il trouve sa place quand on l'accepte. Et après, s'il ne la trouve pas, on invente la place. Tout simplement. C'est-à-dire que... Comment vous dire? C'est comme on veut. C'est très simple. C'est très compliqué. Mais à l'arrivée, c'est très simple. C'est-à-dire, si on a envie, tout va bien, quoi. Et quand on a envie, il y a une motivation qui nous donne envie de faire les choses. Et si le texte réveille, chatouille le désir et la motivation de faire quelque chose, les gens qui sont avec moi ont l'inventivité d'adapter, de créer, de contourner les choses pour que ça rentre quelque part. Donc on retrouve cette volonté de ne pas s'enfermer dans des catégories finalement. C'est ce qu'on souhaite. Et je crois savoir que les gens qui travaillent avec moi ne vivent pas trop mal ce souhait, cette volonté, ce désir de réaliser les choses de cette manière-là. Pourquoi s'en priver, étant donné que c'est une chose tellement rare? Donc on a créé un espace
qui nous permettent de faire ce que l'on veut et nous avons les moyens matériels, c'est-à-dire financiers, en étant totalement indépendants de faire ce que l'on veut, donc autant prendre tous les risques. Donc les éditions Alia se portent très bien. Je vais compléter un peu ma question, mais à une époque où on met en avant souvent la nécessité de passer par le numérique pour survivre lorsqu'on publie, que ce soit des journaux, des revues ou des livres même. J'ai le sentiment qu'on adore proposer de nouvelles problématiques qui disparaissent les unes après les autres pour mieux faire place à de nouvelles problématiques et qui, à mes yeux, sont erronées et qui sont par essence des faux problèmes. C'est-à-dire que on vous dit ça marche pas, c'est la crise, on peut rien faire, j'ai des idées géniales, mais je ne trouve pas les moyens de les réaliser et tout ce que vous voulez. Ça me fatigue et ça m'assomme. C'est-à-dire que quand on porte un projet, selon moi, on se doit de tenter de le réaliser avec les moyens du bord. Et puis, on se rend compte très vite s'il y a un besoin de ce projet, s'il y a une adhésion minimale, si on rencontre une relative crédibilité. En ce sens, je vais dire des choses un peu désagréables. Il y a en France beaucoup de maisons d'édition. Il y a beaucoup de petites maisons qui se créent et qui se créent régulièrement, avec des individus qui ont de très bonnes idées et qui très rapidement s'essoufflent et s'effondrent. Et on entend dire des choses que c'est la faute des lecteurs qui ne lisent plus, la faute des critiques qui sont des méchants, parce qu'ils ne parlent que des livres des grandes maisons et jamais des bonnes choses qui paraissent ailleurs. C'est la faute de mon distributeur, parce que mon distributeur s'occupe des éditeurs qui marchent, et moi qui publie des choses de grande qualité, ben, ça ne l'intéresse pas, il ne s'en occupe pas. En général, dans l'édition et dans la vie en général, quand il y a un problème et que l'on commence à adopter une attitude victimaire, c'est-à-dire à rendre responsable autrui de ses problèmes, selon moi, on est mal parti pour trouver une solution. Moi, quand je rencontre un problème, aux éditions Alia par exemple, la première des choses, je me demande là où nous avons merdé. Où est-ce qu'on s'est trompé? Qu'est-ce qu'on n'a pas su faire? En ce sens, les gens de bonne volonté, qui ont des bonnes idées, mais qui ne sont pas capables, pour mille raisons, d'avoir les épaules assez solides, de comprendre comment fonctionne la distribution, parce que dans une maison d'édition, il y a aussi une activité commerciale, c'est-à-dire que nous produisons des marchandises. Et ça obéit aux règles de la loi de la marchandise. Et comment faire pour transmettre ce que nous faisons? Et il ne faut pas se voiler les yeux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le propre et le sale, le noble et le vulgaire, à savoir la littérature et le commerce. Ce sont des choses intimement liées dans notre cas. Et il y a une grande hypocrisie à vouloir séparer ces choses-là qui conduisent à une impasse, c'est-à-dire à un échec. Et beaucoup de petits éditeurs qui produisent de très bons livres, très rapidement, disparaissent. Parce qu'ils n'ont pas la capacité d'avoir des connaissances et une pratique dans des domaines extrêmement différents. Et pour ma part, ce n'est pas du tout un problème pour moi, et ça ne m'en pose aucun, que d'avoir une langue commerciale, de parler d'argent, de parler de contrat, et de parler de littérature, de pensée, de philosophie et de contenu de livres. Comme nous sommes une maison à taille humaine, si je puis dire, nous sommes 4 personnes au quotidien, bien évidemment, ce serait d'un grand confort pour moi d'engager un directeur commercial. Ce serait d'un grand confort pour moi d'acheter un directeur des achats, qui s'occupe des fournisseurs, des imprimeurs, etc. Ce que nous faisons ne le permet pas.
Donc, pour créer quelque chose, il ne s'agit pas de se dire j'ai besoin de ça, ça et ça pour faire. C'est pour faire, en faisant ce que je fais, que me permet ce que je fais d'avoir comme structure. Et comme ça, ça a des chances peut-être d'exister. C'est ce que nous avons fait. Donc, on a été obligé d'apprendre des choses qui étaient totalement étrangères. Je n'avais aucune notion commerciale. Je n'avais aucune notion des problèmes de distribution. Je n'avais aucune notion d'une petite entreprise artisanale de 4 personnes et de tout ce qui a affaire à cela. Qu'est-ce que vous voulez? Je voulais faire quelque chose, j'ai donc appris, c'est tout. Quand on veut faire quelque chose, si vous êtes sur un terrain de guerre, je n'ai jamais participé à une guerre, de manière directe ou indirecte, mais si on est sur un terrain un champ de bataille, et qu'il arrive quelque chose d'imprévu, d'inattendu, qui n'était pas programmé, il ne peut y avoir que de mauvaises surprises, voire de bonnes sur un champ de bataille. Qu'est-ce que vous allez dire, excusez-moi, je me retire, je vais aller faire un séminaire pour poser la question et savoir comment y répondre et je reviens. Non, il est question de vie ou de mort et vous devez trouver une solution immédiatement. Sans quoi vous mourrez. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est intéressant parce que ce que vous me dites me fait penser au raisonnement et au fonctionnement d'un autre grand, j'allais dire patron de l'édition, mais qui était Alfred Valette et le Mercure de France, qui avait un côté très commercial, mais qui était capable, dans le même temps, de régler un problème commercial et de lire un manuscrit dans la foulée, puisqu'il avait conservé jusqu'à la fin. D'ailleurs, on l'a accusé d'avoir un peu provoqué une baisse du Mercure de France, alors que c'est tout à fait faux, mais il a continué jusqu'à la fin à tenir bon à la fois l'aspect commercial, sur l'aspect commercial et sur l'aspect... Et aussi... nous n'avons de compte à rendre à personne, si ce n'est qu'à nous-mêmes. Maintenant, si ce que nous faisons disparaît dans les limbes, n'est remarqué par personne, que les gens n'achètent pas les livres, on n'existe plus. Mais il s'avère que les gens achètent nos livres à des degrés divers, que le produit de notre activité nous permet d'assumer toutes les charges de notre activité et de lancer des projets. Donc ça veut dire que beaucoup de discours sur l'impossibilité ne sont perpétués que pour entretenir, selon moi, une espèce de marasme général. Puisque les lecteurs sont abrutis. Mais c'est ces mêmes abrutis qui lisent nos livres. Donc ils ne le sont peut-être pas complètement. Et s'ils s'intéressent à autre chose, c'est qu'ils ont de l'intérêt pour ces choses-là. Si vous voulez, les éditions Alia sont la preuve vivante qu'il est possible de faire autre chose, à l'écart des discours établis sur toutes ces questions, et surtout, parce que si j'avais fait ça, c'est très bien, mais le seul intérêt, et si nous en parlons, c'est cela, c'est que ce que nous avons fait répond à une demande que l'on ne connaissait pas vraiment, parce que ce qu'on a voulu faire, c'est ce que nous voulions nous, et il s'avère qu'on a réussi à capter quelque chose dans l'air du temps, qui est assez confus, que nous l'avons transformé et traduit en livres, et qu'on a rendu ces livres dans un certain style, qui est un style qui a marqué l'époque, dans la transmission envers l'extérieur. Et il y a eu une mayonnaise qui a passablement pris. Tout. Alors les éditions Alia, aujourd'hui, c'est un catalogue de 750 titres environ. Ouais, c'est ça. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, une trentaine d'ouvrages par an. Considérez-vous que l'ensemble du fonds, alors là, on sent la question du libraire, mais considérez-vous que l'ensemble du fonds doivent rester accessibles, ou bien certains titres qui avaient un sens il y a quelques années, ou qui avaient un sens très fort il y a quelques années, n'ont pas donné lieu à une réimpression? Alors, je vais faire une réponse technique. Nous réalisons ce qui est extrêmement rare dans le milieu de l'édition. 70% de notre chiffre d'affaires avec le fonds et 30% avec les nouveautés.
pour réaliser ces 70% du chiffre d'affaires avec le fonds, il faut que le fonds soit de qualité, c'est-à-dire que ce ne soit pas qu'un ouvrage de circonstance qui est démodé 3 mois ou 6 mois après sa publication. Et ça oblige à maintenir ce fonds vivant, c'est-à-dire à réimprimer les livres épuisés. Je ne peux pas vous certifier que 100% de mon catalogue est disponible actuellement, mais plus de 96% de mon catalogue est disponible actuellement. Et on peut penser à Scutener, justement, qui se trouve encore sur les tables des nouveautés chez C'est-à-dire les que ce livre de Scutener a été publié dans les années 80. Il est épuisé et nous faisons une nouvelle édition de ce livre-là. Et dès sa parution, il y a un article d'une page dans Le Monde, dans des magazines autres, on en parle et si vous voulez, on choisit quelque chose. C'est une question de crédibilité, c'est-à-dire que l'année prochaine, ce que j'ai fait l'année dernière n'existe plus, n'a plus de sens. C'est un peu... Il y a quelque chose de fallacieux là-dedans. C'est quoi cette histoire où je me suis investi dans quelque chose qui a déjà disparu? Ou alors je m'investis dans des choses vraiment superficielles. Et c'est la même chose quand on touche à la littérature contemporaine. On pourrait publier plein de livres qui arrivent à notre courrier, qui sont des livres de bonne facture, mais qui ne m'apportent rien. Et ces livres que nous refusons sont publiés ailleurs, et c'est très bien pour eux, mais moi j'en veux pas. C'est-à-dire que c'est une histoire qui ressemble à une autre histoire. Et donc je ne vois pas l'intérêt de faire exister ces choses-là. Je comprends qu'elles existent, et c'est très bien qu'elles existent, mais je n'ai pas envie de me donner la peine. En revanche, trouver quelque chose que l'on découvre, qui frappe, qui innove, qui apporte quelque chose, même si on ne peut pas toujours l'expliciter de manière approfondie, mais quelque chose qui rencontre, qui répond à une demande, mais la demande n'était pas formulée. On ne la connaissait pas, mais on sent que c'est quelque chose qui pourrait fonctionner. Et ça a de l'intérêt, c'est-à-dire que là, je veux bien me donner la peine et me fatiguer, pour le reste, ça ne m'intéresse pas. Alors, vous arrivez à lire tous les manuscrits qui arrivent aux éditions Alia? Selon moi, là n'est pas la question. À partir du moment où régulièrement, pour ne pas dire la totalité des auteurs contemporains ou la quasi-totalité des auteurs contemporains que nous avons publiés, que ce soit pour faire des distinctions contemporaines dans la littérature, dans le monde de la pensée, dans l'histoire, dans n'importe quel domaine, les auteurs contemporains que nous publions, dans l'écrasante majorité, nous ne les connaissions pas avant de les publier. C'est-à-dire que ce sont des gens qui arrivent, tout bêtement, qui mettent leur manuscrit dans une enveloppe, qui écrivent le nom de la maison d'édition, et ça arrive au courrier. À partir du moment où la quasi-totalité des auteurs contemporains proviennent du courrier reçu quotidiennement à la maison d'édition, il est évident qu'on prend connaissance de ce qui nous arrive. Après, le pourquoi du comment, c'est des cuisines internes. Que quelqu'un ait passé 7 minutes sur un manuscrit ou 4h30, ça n'a aucune espèce d'importance. Puisque, si vous voulez, c'est le résultat. Être frappé en 7 avant minutes toute ou en chose, 4h30. ouais. On pourrait justement parler d'un auteur avec lequel vous étiez récemment, d'ailleurs, il y a quelques jours à Bruxelles, Simon Johannin, qui a publié chez vous L'été des charognes en 2017, donc. Je vais vous poser toute une série de questions qu'on s'est posées simplement à la lecture du livre, mais peut-être avant aussi. Comment le manuscrit, par exemple, ce manuscrit est arrivé sur votre bureau? Qu'est-ce qui s'est passé à la lecture de ce manuscrit? J'ai été invité à l'école de la Cambre à Bruxelles, l'école de la Cambre et l'école des beaux-arts de la Cambre, l'école des arts visuels, à faire une conférence avec Guy Marquinan, qui est le responsable du label Subrosa, qui produit des albums de musique rares, avant-gardistes, et dans tous les domaines. Et nous sommes intervenus, et puis il y avait un pot après l'intervention, et il y a un jeune homme qui est venu me voir, avec lequel j'ai parlé, et qui m'a demandé très rapidement qu'il avait un manuscrit, et s'il pouvait me le donner, il l'avait à la main. Très honnêtement, je l'ai envoyé bouler,
Je lui dis que je ne pouvais pas le prendre parce que si je prends les manuscrits, ça c'est une question d'expérience, je repars avec une valise à roulettes pour mettre tous les manuscrits qu'on me donne chaque fois que je fais une intervention publique. Et puis on bavarde et la chose s'arrête là. Et je lui dis de l'envoyer par la poste à la maison d'édition. Et puis, quelque temps après, je reçois la photo d'une page de manuscrit par SMS de la part d'un ami à Bruxelles qui s'appelle Gilles Collard, qui m'avait invité à cette conférence à la Cambre. Je lis cette page et je lui réponds que je suis assez séduit par la page. Et je devais aller à Bruxelles pour un autre projet dans les jours qui suivaient. Et il me dit, je devais habiter chez lui, je te laisse le manuscrit sur la table. Et puis je lis le manuscrit, qui me plaît beaucoup. J'y vois quelques problèmes, mais c'est secondaire. Et puis il y avait un numéro de téléphone, et j'appelle l'auteur. Mais juste avant, en général, quand je suis séduit, je me méfie de moi. Donc j'ai laissé passer quelques jours, je me suis occupé à ce que je devais faire, et puis j'ai relu le manuscrit, pas entièrement, mais je l'ai relu. Et l'effet restait le même, donc j'ai appelé l'auteur qui était à ce moment-là à Anvers. Il devait venir à Bruxelles en fin de journée, on s'est vu, on a parlé, je lui ai dit ce que je pensais de son livre, je lui ai fait quelques remarques sur la structure générale, et puis on s'est revu une deuxième fois en Belgique, et il m'a dit ce qu'il avait fait, de quoi il avait tenu compte, et puis je lui ai dit que c'était d'accord pour le publier. À ce moment-là, il est venu à la maison d'édition, et il a travaillé avec Daniel Laurent, qui a suivi la réalisation de l'ouvrage, critique, la lecture lignadine, et ça c'est de la cuisine interne si vous voulez, et ça a donné le résultat que vous voyez, c'est-à-dire que beaucoup de bouche à oreille, beaucoup de libraires qui ont lu le livre et qui le défendent et qui le conseillent à leurs lecteurs, c'est-à-dire on est dans un système à l'ancienne, beaucoup de critiques dans la presse, avec un certain succès à ce jour, à l'exception des grands quotidiens français comme Le Monde, Libération, Le Figaro, qui ont tous les trois des suppléments littéraires et qui à ce jour n'ont pas daigné consacrer une critique à ce livre-là. Mais rassurez-vous, il se porte très bien, nous l'avons déjà réimprimé, continue à exister, il y a plein de livres qui sont parus au mois de janvier, nous sommes le 1er mai, et qui n'existent plus, dont on n'en parle plus, qui ont disparu de la circulation, et celui-là est très présent, et il va durer. Et il contient les éléments, et ça c'est ce que j'aime le plus quand on arrive à faire ça, à devenir un petit livre culte. C'est-à-dire approprié par les lecteurs, et ça devient comme un private joke. Ah, t'as lu ça? Oui. Des complicités qui découlent de ça, et je trouve que quand on arrive à faire ça de temps en temps, c'est pas mal, quoi. Alors, une question qui n'était pas prévue, mais on l'entend. Oui, je vous en prie. Comment, en tant que directeur des éditions Arrière, vous considérez la question de façon plus simple, les prix littéraires? Simon Johannin est, je crois, sur la liste, il est en liste pour 5 prix littéraires, dont le plus important est le prix Orange, dont les 5 finalistes vont être nommés la semaine prochaine. Nous n'avons rien fait pour. Nous ne faisons rien contre. C'est-à-dire qu'il a été choisi pour être sur la liste d'un prix littéraire, donc on a fait ce qu'il fallait, les gens nous ont contactés, on travaille, on est professionnels, on leur répond, on leur envoie les livres, il est sur la liste du prix littéraire. Mais nous ne sommes pas dans une coterie, nous ne sommes pas dans un milieu, nous n'avons pas d'atome crochu avec aucun des membres du prix Orange, et quand je dis ça, je n'ai rien contre les membres du jury du prix Orange ou de n'importe quel prix. Juste, nous, on fait notre vie. Si maintenant, ils veulent prendre ce qu'on a fait pour le mettre sur des prix littéraires, et si l'auteur a un prix littéraire, ben on est très content. Mais si vous voulez, on ne marche pas dans ce système. Mais on n'est pas extérieur. C'est-à-dire qu'on réussit à faire ce que l'on fait dans le profil qui est le nôtre, c'est-à-dire les livres que vous connaissez et les livres que l'on peut lire, qui sont publics. On le fait à notre manière, mais on le fait en marge de ce qui existe. Maintenant, si ce qui existe veut intégrer ce que nous faisons, par exemple, il faut parler d'un livre, vous me téléphonez, vous voulez me rencontrer pour parler avec vous, je vous réponds.
Mais en général, c'est les gens qui viennent à nous, comme les auteurs potentiels viennent à nous pour nous écrire, pour nous envoyer leurs manuscrits, et peut-être que nous le publions, en tout cas nous en publions un certain nombre, puisque nous publions des livres tous les jours. Mais je ne vais pas trouver un auteur en lisant « J'aime beaucoup ce que vous faites, prenons un café ». Et puis je vais tenter de lui faire des propositions pour l'amener chez moi. Et puis pourquoi pas aller au bordel, et puis pourquoi pas chercher des prostituées, pourquoi pas devenir macro, parce que ça revient à ça, c'est-à-dire c'est une mise aux enchères et je paye. Simon Johannin, qui avait 23 ans quand je l'ai rencontré, qui en a 24 maintenant, a déjà reçu des propositions, il a rencontré des gens, des grandes maisons d'édition. Pour ces gens-là, c'est tout à fait normal. Pour nous, c'est pas notre pratique. C'est-à-dire que je pense que si je dois faire quelque chose, je dois inventer quelque chose. Maintenant, si il y a une particularité aux éditions Alia. Un auteur qui a déjà publié des livres et qui nous envoie un manuscrit est pénalisé du fait d'avoir déjà publié un livre. C'est-à-dire qu'on le refuse, même si le livre est bon. Parce qu'on veut découvrir des choses, c'est ce qui fait notre style, notre nom, notre marque de fabrique. Et est-ce que vous acceptez qu'un auteur aille vers une autre maison d'édition tout en continuant à publier chez Alia ? En général, ça s'arrête. Il y a des auteurs qui publient, certains auteurs, des livres ailleurs, mais c'est dans des domaines différents de ce qu'ils font. Et toujours dans des maisons d'édition, je pense, qui ont aussi un peu le même esprit que... Pas vraiment, non. Pas vraiment. Alors, vous êtes aussi, vous trouvez le temps d'écrire. Vous êtes l'auteur, il me semble, de deux ouvrages de poésie, Situation des profondeurs en 2010 et très récemment, l'an dernier, Joker et Math. Alors justement, je relisais Joker et Math, et je suis tombé dans le 52e, alors c'est, je dirais, fragment, ou dans le 52e poème, sur cette phrase « Aujourd'hui, c'est vers, aujourd'hui et demain, avertir, secouer, contredire ». Vous évoquez le monde contemporain. Est-ce que vous pensez que la poésie, encore plus aujourd'hui, comme l'édition, retrouve cette mission d'avertir, secouer et contredire ? Fondamentalement. Parce que faire est une chose suffisamment fatigante. Et pour se donner la peine, si l'on ne porte pas quelque chose qui puisse arriver à ce minimum de la vie pour réaliser cela, on peut s'occuper à 1000 choses beaucoup plus agréables. Et je pense que ce n'est pas une obligation de faire. Pour faire, il faut être porteur de quelque chose. C'est-à-dire que nous voyons toujours tous les mêmes choses, et parmi nous, il y a quelqu'un qui va voir différemment autre chose qui est sous nos yeux et que nous ne voyons pas. Et donc, il se doit de faire quelque chose et de trouver le médium pour pouvoir l'exprimer. Et avec les éditions Alia, pendant longtemps, j'ai réalisé une œuvre avec les œuvres des autres, d'où la recherche obsessionnelle de la cohérence de l'ensemble dans des domaines très divers et variés. Et puis, il s'avère que sur le tard, j'ai mis à jour des poésies que j'écrivais depuis longtemps, mais que je n'ai pas rendues publiques. Comme j'ai une autre activité qui apparemment ne participe pas de l'activité éditoriale, c'est que, j'allais dire, je produis des œuvres, mais en fait, l'expression qui me convient le plus, c'est que je fais des choses. Je fais des choses comme ce que vous voyez sous vos yeux, qui vont être exposées à Prague à partir du 1er juin. Et non seulement je n'y vois aucune contradiction, et j'y vois au contraire une cohérence, c'est-à-dire d'adopter le moyen d'expression qui me correspond au moment où je me saisis d'une idée, d'une chose, et que je tente de la réaliser.
Maintenant, je fais un livre, je fais un poème, je fais un film, c'est pas... Vous retrouvez l'origine du mot poésie, finalement, le faire. Fondamentalement, et l'origine du mot poésie, je trouve que c'est très bienvenu ce que vous venez de dire, et ça me correspond tout à fait, c'est faire. Et la première phrase du livre d'Aragon que j'ai publié de manière pirate, le traité du style, était « Faire en français signifie chier ». Et donc là, on est dans un spectre d'interprétation que moi je trouve assez passionnant, quoi. Et puis, avant toute chose, il faut sortir de cette manie contemporaine assez sociologique du catalogage, de l'embrigadement. Je fais ceci, je suis classé là, je suis classé là. Je veux dire, ce sont des choses sensibles, quoi. Il faut laisser autant qu'une chose germe, se développe, existe ou n'existe pas. Souvent, elle n'existe pas. Mais c'est comme des balbutiements d'enfants, quoi. C'est-à-dire, faut laisser un enfant crier, pleurer, parce qu'en criant, il développe sa cage thoracique. Ça assomme les adultes, mais il faut qu'un enfant puisse crier. Et je pense que les adultes, très rapidement, pour des raisons que je n'ai pas expliquées, perdent un peu de cette magie et se dépossèdent eux-mêmes avant d'être dépossédés par le système de la domination de ce qui peuvent faire leur force et leur bien-être. C'est-à-dire abandonnent tout simplement, prennent un coup sur la tête et courbent l'échine. Et il y a des gens qui réussissent. Encore une fois, je ne m'aventurerai pas à entrer dans des explications, qui conservent ces balbutiements, cette spontanéité, cet œil étonné devant toute chose qui se manifeste devant eux. Et je pense qu'il y a moyen de vivre, de survivre, de construire et de produire et de provoquer une rencontre, une adhésion avec autrui. J'ai écouté attentivement parce que je pensais justement en tant que professeur à l'éducation telle qu'elle est conçue aujourd'hui et qui rentre en pleine contradiction avec ce que vous dites, c'est-à-dire que nous on enferme dans des spécialités, des spécialisations. Totalement. Et encore une fois, et très jeune on conduit. Il ne faut pas avoir peur de la contradiction, il ne faut pas rechercher ce qui semble nous rapprocher de manière artificielle dans une forme de convivialité bidon. Au contraire, il faut cultiver les différences, les contradictions et les mettre en avant. Et peut-être qu'il en sortira quelque chose. Et on est là à chercher le dénominateur commun le plus large. Et peut-être que, j'en suis même sûr, parce que pratiquement c'est ce que nous faisons, dans un dénominateur commun extrêmement étroit, nous arrivons vers un élargissement plus large. Nous arrivons à un écho plus large. Alors que si nous prenons le dénominateur commun le plus large, par la force des choses, si nous avançons, ce dénominateur commun va se réduire comme peau de chagrin. Donc il vaut mieux partir d'un tout petit dénominateur commun et tenter de l'élargir. Justement, on pourrait finir cet entretien sur la devise latine, moi qui m'a tout de suite interpellé en tant que professeur de latin, mais la devise latine qui est devenue un peu le symbole des éditions Alia. Alors on peut je ne sais pas si je la traduis bien, mais vouloir le même et refuser le même. C'est exactement cela, c'est Sallust. Et c'est la vie des éditions Alia, c'est-à-dire c'est la rencontre, c'est le don, c'est la générosité, parce qu'il faut savoir donner. Et c'est un ami, Gianfranco Sanguinetti, que j'ai connu il y a plus de 30 ans, qui m'a offert une icône russe qui représente deux princes d'Odessa qui sont Saint Boris et Saint Gleb. Et j'ai trouvé ça très beau et en symbole de notre amitié, j'ai décidé de l'utiliser
sur toutes les couvertures de la maison d'édition, quel que soit le titre choisi. Et nous avons ajouté cette phrase latine de Sallust qui correspond à une histoire privée, mais qui a adhéré à une aventure collective et publique. Et en ce sens, il n'y a pas de séparation. Il y a une cohérence et une réunification entre ce que des propres aspirations d'ordre privé, c'est-à-dire je n'ai pas un job, je n'ai pas un boulot, je ne vais pas au travail, je fais des choses. Et tout ça se mélange. Et ça se mélange aussi bien à travers une rencontre d'une amitié, ou d'une rencontre que je ferai demain ou tout à l'heure, ou en vous rencontrant, ça débouche sur quelque chose, s'il y a quelque chose qui fonctionne. Et je pense qu'il faut laisser beaucoup plus libre cours. Et ce que je dis, à mon avis, peut se proposer à tous les domaines de la vie et de l'activité, au sens noble du mot activité. C'est-à-dire du faire, c'est-à-dire écouter un peu plus son oreille et suivre sa bonne étoile et comment dire, remettre au centre du jeu la part animale de l'être qui, sous prétexte d'une extrême civilisation et d'un monde de progrès, est devenue totalement domestiqué et privé de ses sens et parle le discours de ses maîtres, et ce sont ceux-là même qui font les choses, qui disent ce qu'il faut en penser et comment il faut les aimer. Et puis il faut arriver avec des choses qui viennent d'ailleurs, et elles existent, et c'est possible. Et alors peut-être une toute petite question d'ordre pas technique, mais littéraire. Si vous pouvez nous livrer ça, quelles sont les prochaines publications? On a évoqué la guerre de Jugurtha, de Sallust précisément. Et est-ce que vous avez quelques titres comme ça? Bien sûr. On publie 2 textes de Jean-François Billetter. Jean-François Billetter, au départ, est un sinologue genevois, de réputation internationale, dont on a publié toute l'œuvre, les commentaires sur Chuang-Tzu. Qui a évolué vers un travail philosophique qui lui est propre et qui a rencontré un certain écho, et beaucoup plus dans le public que dans le milieu philosophique professionnel. Pour ce faire, il était très soucieux d'utiliser une langue dans laquelle il puisse transmettre et propager son propos, ce qui veut dire qu'il a fait un travail énorme pour se débarrasser de la langue conceptuelle et du jargon, et qui se livre là dans un récit personnel, qui sont 2 livres qui fonctionnent en écho. Le premier s'intitule Une nouvelle Aurélia, qui est un ouvrage sur une expérience où un homme perd sa femme suite à un accident cérébral. Et nous avons un récit qui est tout sauf un récit pleurnichard et racoleur, mais un récit qui, à travers la chronique des faits quotidiens d'un effondrement psychologique, en fait, interroge philosophiquement, c'est ce que sous-tend le propos, en fait, de quoi nous sommes faits, c'est-à-dire de quel bois nous sommes faits, de quelle étoffe nous sommes faits en traversant une histoire comme ça. Et ça paraît en même temps qu'un autre livre du même auteur, Jean-François Billetter, qui s'intitule Une rencontre à Pékin et qui remonte 50 ans en arrière, et comment il a rencontré cette femme qui, dans l'autre récit, vient de mourir, quand il était jeune homme et qu'il est arrivé à Pékin pour étudier le chinois. Et donc c'est une chronique de cette vie quotidienne à Pékin qui montre des choses qui n'étaient pas du tout programmées dans ce livre, mais je vous donne un exemple qui vient de me venir à l'esprit spontanément. C'est que Pékin est une grande mégapole extrêmement polluée, surpeuplée, avec des problèmes de logement, etc. 50 ans en arrière, comme c'est écrit dans le livre, on a l'impression que c'est presque un village.
et qu'en quelques décennies, la ville a été complètement transformée. Et puis, plein d'autres livres. On publie un livre sur la révolution de la musique digitale, par exemple. On publie un texte d'un philosophe espagnol, Ortega y Gasset, consacré à la question de la technique, parce que c'est toute une problématique contemporaine qui nous intéresse. Et puis plein d'autres choses qui vont arriver. C'était Gérard Bérébi, fondateur et directeur des éditions Alia. Nous nous retrouvons pour une prochaine émission, alors non pas le lundi 5 juin puisque ce sera le lundi de Pentecôte, mais le lundi 19 juin avec une petite surprise puisque nous sommes aussi allés interviewer, nous entretenir avec Simon Johannin dont il est question dans l'entretien avec Gérard Bérébi. Et Simon Johannin nous parlera de son roman L'été des Charonnes, publié chez Alia en janvier 2007. Voilà, donc nous nous retrouvons le 19 juin avec Simon Johannin et nous aurons peut-être d'ailleurs à cette date-là Simon Johannin en direct dans l'émission en plus de l'enregistrement de l'entretien. À très bientôt, c'était les Fleurs du Bad sur Radio Campus 88.1 avec Charles Guiral et toute l'équipe, Camille, Olivier Penn, Yorel, Thomas Desquerou, enfin bref, tout le monde vous salue. Bonne nuit.